Bonjour à tous, vous me posez souvent la question, pourquoi est-ce que les régimes échouent à long terme? Pourquoi est-ce que eh bien, vous avez tendance à reprendre du poids? Alors est-ce que ça concerne vraiment tous les régimes? Est-ce que c'est pour tout le monde? Et pour répondre à ces questions, j'ai le grand plaisir d'inviter le docteur Gilbert Boujaoudé qui est avec moi aujourd'hui pour donc répondre à toutes ces questions. Merci beaucoup Gilbert d'être Merci à avec toi, nous. Marie-Laure. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, Oui, pour ceux qui ne te connaissent pas encore? je suis Gilbert Boujaoudé, je suis médecin et je suis aussi sur la chaîne YouTube Charles.co, une chaîne sur laquelle on parle de différents problèmes de santé, que ce soit la santé sexuelle, la santé de façon générale, les hormones et l'alimentation. Charles.co, c'est aussi une clinique digitale où on peut consulter en cas de difficulté des personnes, des médecins qui sont spécialisés dans leur domaine, en particulier des médecins par exemple spécialisés en médecine sexuelle ou les troubles du sommeil, ou encore des médecins nutritionnistes très prochainement pour l'obésité. Voilà OK. pour l'essentiel. Bah, super, c'est parfait et je vous invite vraiment à aller voir, cette chaîne charles.co parce qu'il y a vraiment des vidéos super intéressantes que vous allez adorer. Alors Gilbert, quand on dit que tous les régimes échouent à long terme, de quoi parle-t-on précisément? C'est vrai en tout cas que les personnes qui disent faire régime pour maigrir, je fais déjà la Mmh, différence d'accord. entre faire régime pour maigrir et faire régime pour améliorer juste son état de santé. On parle des régimes pour perdre du poids. Beaucoup d'études montrent que ça fait le yo-yo. C'est-à-dire on perd du poids, on reprend, on repère du poids, on se décourage, on arrête. Et il y a différentes raisons pour ça. La première, c'est le fait que beaucoup de régimes alimentaires sont pas tenables au long cours. Par exemple, ceux qui enlèvent, qui ont une restriction très forte en calories, une restriction très forte en sucre, etc. Au bout d'un moment, en fait, c'est pas tenable, on craque. La deuxième raison, c'est que souvent, on ne sait pas quoi faire quand on fait des erreurs. Alors? C'est-à-dire, quand on fait une sortie de route, OK. eh ben, on ne sait pas quoi faire pour la rattraper, on est découragé, et puis on lâche au lieu d'avoir les informations là-dessus aussi. Ah, ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes, qui me suivent qui, dès qu'elles font un écart, ont l'impression que, entre guillemets, C'est «c'est foutu. foutu» Voilà. et du coup, eh ben, foutu pour foutu, on continue sur sa C'est ça, lancée et on ne revient pas vers les rails. Donc c'est ça vrai. peut expliquer un des Oui. facteurs qui font que, On fera effectivement tous des erreurs. ouais, bien Il sûr. n'y a Mmh. personne qui aura à vie, tous les jours, à chaque repas, un régime alimentaire parfaitement équilibré et le meilleur pour la santé. Il y a toujours des écarts, ne serait-ce que parce qu'on est invité peut-être quelque part, à un repas de famille ou par plaisir, etc. Et donc, plutôt que de se dire, si je fais un écart, ça y est, c'est foutu, ben non, il faut que j'apprenne qu'est-ce que je fais quand j'ai un écart. Et d'ailleurs, sur la chaîne Shark.co, j'ai fait une vidéo sur comment on rattrape une sortie de route quand on fait un régime alimentaire. Donc ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est qu'il y a des régimes alimentaires qui sont faits pour perdre du poids, mais qui ne sont pas adaptés à la personne. Par exemple, les régimes de jeûne intermittent, les régimes keto. Il y a des personnes qui ne supportent pas ça. Ils sont persuadés, parce qu'on les a persuadés que c'est ce qui serait le mieux pour elles ou pour eux. Et en fait, ce n'est pas ce qui convient le mieux. Et donc, il y a un moment ou un autre où on relâche parce qu'on sent qu'on n'est pas bien dans ce régime. Donc l'idée, c'est encore une fois de toujours savoir qu'est-ce qui nous Ouais. convient et de garder ce qui nous convient uniquement. C'est ça. Pas de se dire, on m'a dit que ça c'est le mieux, donc je vais faire ça. Mais non, on essaye. Si je ne suis pas bien dans ce fonctionnement, c'est que c'est pas pour moi. Mon organisme n'est pas comme ça. C'est d'ailleurs une des erreurs qu'on commet beaucoup. Et moi, en tant que médecin, ça me tient à cœur de rappeler que oui, il y a des règles qui sont applicables à tout le monde, mais dans toutes les règles applicables, il faut toujours personnaliser un peu. Même dans des traitements, vous allez chez le médecin, vous avez deux bronchites exactement à l'identique, on va peut-être prescrire des doses différentes de médicaments parce que votre poids est différent, parce que vous avez des antécédents différents, etc. Donc c'est pas un événement, c'est toujours la même façon de faire. Et pour l'alimentation, c'est pareil, c'est pas un événement, on va faire la même alimentation. Et des erreurs, c'est clair qu'on en fera au cours de notre vie sur le plan alimentaire. Oui, j'ai souvent l'habitude de dire que c'est foutu quand vous l'avez décidé, tout C'est simplement. ça. Donc, tant que vous ne l'avez pas décidé, c'est jamais foutu. On peut toujours revenir vers une alimentation plus saine qui vous convient bien et vous pouvez atteindre vos objectifs, même si c'est vrai qu'on ne les atteint pas forcément dans le temps qu'on s'est fixé parce qu'on est souvent C'est ambitieux, ça. un peu trop ambitieux. Il faut juste laisser le temps à son propre corps de déstocker à son rythme. C'est ça le plus important. Voilà. C'est d'ailleurs une des raisons, une autre raison pour lesquelles les régimes souvent finissent par faire un effet yo-yo, ou en tout cas ne fonctionnent pas au long cours, c'est qu'on se fixe des objectifs qui ne sont pas réalistes. Par exemple, on veut perdre 3 kilos par semaine pendant un mois, ou on veut perdre un poids
mais sans tenir compte de notre morphologie, par exemple. On oublie souvent que le tour de taille a son importance dans la perte de poids. Par exemple, il y a beaucoup de personnes à qui, dans mes consultations, ou qui viennent consulter parfois pour des troubles sexuels, et on se rend compte que la prise de poids et l'alimentation jouent un rôle. Et on va donner des conseils pour améliorer, et je leur dis souvent, la prochaine fois, vous me parlerez de votre tour de taille. Votre poids, c'est pas ce que je vais regarder, c'est un des éléments, mais le tour de taille est important. Donc et puis d'autres objectifs, par exemple, les régimes qui vont promettre vous allez perdre autant de kilos juste avant l'été, puis on va faire ce régime très restrictif, mais derrière, il y a l'été qui arrive, on vient de faire 1 mois, 2 mois de régime restrictif, donc on va se relâcher derrière. Oui, il y a certaines personnes qui sont capables de tenir certains objectifs sur un temps donné, effectivement, dans le but du maillot de bain ou une invitation, un mariage, des événements précis, où là, c'est vrai qu'il y a la volonté qui se met en marche, on fait les choses comme il faut, même si c'est restrictif, mais dès que l'événement est passé, on est motivé par l'événement, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce qu'il y a vraiment des régimes qui sont plus intenables, on va dire, que d'autres? Qu'est-ce que tu en penses? Les régimes intenables, les premiers, c'est les régimes qui ne nous correspondent pas. Donc déjà, si on sent qu'on vit très mal ce régime alimentaire, peu importe ce que c'est qu'on ne le tiendra pas. On ne peut pas tenir des semaines à vie en mangeant de façon où on sent qu'on n'est pas bien. Ça peut être pas bien sur le plan digestif, ça peut être pas bien sur le plan psychologique. Par exemple, les régimes keto, on sait que c'est très difficile à tenir au long terme parce qu'il y a des conséquences neuropsychiques. Quand on est en déficit en glucose, on devient plus irritable, on peut devenir un peu plus des troubles du sommeil, on peut devenir un peu plus sur la déprime. Les régimes qui sont basés sur une orientation précise, par exemple, plus le régime demande de variété dans l'alimentation, plus on sait qu'on va le tenir. D'accord. Parce qu'il y a tellement de variétés qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et puis, quand on en a marre de telle ou telle façon de manger, on sait qu'on peut modifier. Et on n'a peut-être pas l'impression de faire un régime. Et on n'a pas l'impression de faire régime. Si on mange de tout, finalement, ça permet de mieux tenir. Ben oui, et puis d'ailleurs, de nos jours, il y a beaucoup de trucs qu'on appelle régime qui sont juste manger normal. Exactement. Notre alimentation est tellement perturbée parfois qu'on a l'impression de faire régime alors qu'on mange juste normalement. La base de l'alimentation, c'est quand même un repas à base de légumes avec des protéines, des céréales ou des féculents. Donc ça, c'est ce que tout le monde devrait manger. Et malheureusement, il y a pas mal de personnes qui pensent qu'on fait régime, entre guillemets, quand on mange comme ça. On mange normal. C'est la base d'une alimentation saine et équilibrée. Voilà. Et donc, plus c'est varié, plus on tient. Puis il y a 2 autres raisons pour lesquelles les régimes peuvent parfois échouer ou être difficiles à tenir au long terme. Ce sont 2 raisons d'ordre médical. La première, c'est quand on a le microbiote intestinal très perturbé. Le microbiote, c'est ces milliards de bactéries qu'on a dans les intestins qui aident au fonctionnement digestif, mais ça aide aussi au système immunitaire, ça aide aussi à réguler le système hormonal, ça aide aussi à réguler le système psychologique, ça aide aussi même à réguler certaines fonctions dans notre corps, même sur la fonction osseuse, etc., la fonction graisseuse. Et donc, si on a le microbiote très abîmé, en général, pourquoi il est abîmé? On a mangé trop de choses industrielles, dans lesquelles il y a tellement d'additifs que ça perturbe. On a mangé des choses sans les laver, on a eu l'habitude de manger des fruits sans les laver par exemple, et on a eu des toxiques. On a mangé de façon déséquilibrée, sans apporter une variété de légumes. On sait que la variété de légumes va aider le microbiote. Si ce microbiote est perturbé, on va faire des régimes alimentaires, on va faire du sport et on aura l'impression qu'on n'est pas récompensé simplement parce que l'appareil interne n'est pas en état de réagir. C'est-à-dire on fait les efforts, mais on n'a pas le pré-côté. Ce qui fait que forcément, à un moment, on dit j'ai fait régime, ça ne marche pas et donc j'arrête. D'où l'importance de toujours veiller à manger des choses pas seulement équilibrées, mais saines au sens de la santé. Par exemple, on sait que plus on va manger des légumes, des oléagineux, des fruits secs, plus on va améliorer ce microbiote, plus on va s'éloigner des sucres raffinés, surtout tout ce qui est industrialisé, les biscuits industriels, les plats tout faits industriels, etc. Et plus on va préserver notre microbiote. Donc l'alimentation IGBA, ce serait une des meilleures alimentations, en tout cas pour rééquilibrer le microbiote intestinal. Pour moi, c'est clairement oui. D'accord. Parce que justement, elle va orienter vers s'intéresser encore plus à tous les légumes. Or, on sait que c'est là qu'on va apporter ce qu'il faut pour l'équilibre du microbiote. On va s'éloigner des sucres raffinés, donc on va préserver notre microbiote. Donc clairement oui. Et il y a une dernière raison pour laquelle les régimes peuvent échouer d'ordre médical, c'est que les études sur l'obésité ont montré que quelqu'un qui a déjà pris du poids et qui en repère, malheureusement pour les mêmes efforts d'activité physique que cette personne va faire, elle va dépenser moins de calories qu'une personne qui n'avait pas pris du poids dans le passé. Par exemple, si toi Marie-Laure, imaginons, tu n'as jamais pris de poids. Imaginons que moi j'avais pris du poids et je suis en train d'en reperdre. On fait 1 heure de marche ensemble, je vais perdre moins de calories que toi.
Est-ce que c'est lié à la baisse du métabolisme? Oui, D'accord. c'est le métabolisme qui s'adapte. Quand on perd du poids, le corps réagit en disant mince, qu'est-ce qui se passe? Et donc il va rééquilibrer. Et pareil pour l'apport calorique, c'est-à-dire on va manger la même chose, mais moi, ça va donner une petite prise de poids ou en tout cas éviter la perte de poids, alors que chez toi, ça va fonctionner juste parce que j'avais été en surpoids et je suis en train de rebaisser. Ok. Donc ça peut décourager aussi. C'est ce que j'allais dire. Donc si je comprends ça, effectivement, ça peut décourager les personnes qui essaient de perdre du poids. Qui ont déjà perdu du poids, qui en ont repris, qui ont fait un petit peu le yo-yo et qui vont avoir tendance à se décourager. On se dit, ben oui, au final, plus je fais des efforts et au moins ça fonctionne. Et d'ailleurs, c'est pire. En général, on les croit même plus. On va leur demander, mais tu es sûr que tu fais du sport ou tu fais des activités? Tu es sûr que tu fais attention à ce que tu manges? Je dis, mais oui, si, je fais attention, mais ça ne marche pas. Si tu faisais vraiment attention, ça marcherait. Regarde, moi, je fais attention, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là? Pour ces personnes, d'ailleurs, c'est typique de ce qu'on appelle les phases de plateau. C'est-à-dire, on perd du poids, puis on atteint un plateau, on dit « mince, qu'est-ce qui se passe? Je continue à faire les efforts et j'atteins. » Premier conseil, de savoir que ça va arriver. C'est-à-dire, pas d'espérer que ça n'arrivera pas. Ça va arriver. Donc, ça fait partie de la logique du corps médical. Ne pas baisser les bras. Voilà. On sait que ça va arriver. Ce qu'il faut faire pendant cette période-là, c'est simplement continuer les efforts pour traverser cette phase-là, pour que le corps ait le temps de se dire « ah ok, en fait, ça va continuer, c'est pas juste un passage, ok, je vais passer à un autre niveau » et on sent à un moment ou à un autre qu'on décroche. Donc ne surtout pas se décourager. Et c'est une phase durant laquelle on profite pour affiner les petites erreurs alimentaires qu'on faisait avant quand on a pris du poids et qu'on veut perdre. En général, si on a pris du poids, c'est qu'on a fait des erreurs. Donc il suffit de remanger normal et ça rentre dans l'ordre. Mais si on atteint une phase de plateau, surtout, on sait qu'on va l'atteindre, il va falloir juste tenir dans le temps. Continuer. Et c'est le moment de faire les petits réglages, l'horlogerie suisse de l'alimentation. Les petits ajustements. Voilà. Alors c'est très intéressant ce que tu dis parce que justement la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils font quand ils arrivent sur un plateau, qui continuent leurs efforts mais qu'il n'y a rien qui se passe, le poids ne bouge pas et c'est vrai qu'ils ont tendance tout simplement à se remettre à manger un petit peu comme avant. C'est là qu'on observe vraiment les dérives alimentaires, les petits excès, les petits écarts parce que bon, je comprends que émotionnellement c'est un petit peu compliqué, on a vraiment l'impression de faire ce qu'il faut, on bouge suffisamment, on mange le plus sainement possible et il n'y a vraiment rien qui se passe. C'est vrai que ça peut durer plusieurs semaines comme ça. Oui. Donc c'est là qu'il faut vraiment se dire non, je continue, je garde en tête mes objectifs et il y a un moment où effectivement ça continue. Ça fait partie du projet. On sait qu'on va la traverser. C'est ça, c'est un processus. On sait qu'on va l'atteindre cette phase-là. On sait qu'il va falloir la traverser et il va falloir tenir. Si on est préparé à l'avance à ça, ça passe mieux que si on voit qu'on perd du poids, puis tout d'un coup on perd plus et ça bloque. Et il y a une toute dernière raison qui vient de me venir à l'esprit parce qu'elle est très courante sur les patients qu'on voit. Et sur Charles.co, il y a beaucoup de téléconsultations où les patients nous disent au fait, pour améliorer par exemple tel ou tel problème, il faudrait que je perde du poids, mais je fais la même chose que ce que je faisais il y a 10 ans et pourtant ça ne marche pas. On oublie qu'il faut adapter aussi l'alimentation à la tranche d'âge. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui disent là j'ai fait exactement la même chose que ce que j'ai fait quand j'avais 35 ans et pourtant il n'y a rien qui change. Bah oui, mais aujourd'hui tu as 55 ans, le métabolisme est différent, les féculents que tu vas manger le soir ne seront pas assimilés de la même façon que dans la journée, l'activité physique n'est pas la même. Et d'ailleurs, c'est là où des personnes aussi confondent activité sportive et physique. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui disent « mais dans la journée, j'ai un travail physique. Je porte du lourd, je bouge, je ne suis pas assise, je ne suis pas assis, je fais pas mal de pas, etc. » Et en fait, cette activité physique-là, elle est très bonne pour le tonus musculaire, pour garder une bonne masse musculaire, pour être en forme, pour la santé cardiaque, c'est très bien. Pour perdre du poids, ce n'est pas la meilleure activité physique parce qu'elle est hachée. C'est-à-dire, on fait un effort, on s'arrête. On fait un effort, on s'arrête. Or, on sait que l'activité physique qui aide le plus à perdre du poids, c'est une activité physique qui est continue. Plus en cardio, alors, quand on travaille le cardio. De la marche déjà, cardio, endurance, simplement parce qu'au début, pendant 15-20 minutes, le corps il va utiliser en fait les glucides qu'il y a dans notre sang, puis ensuite il va aller chercher dans le foie. Au bout d'un moment, il n'y en a plus. Et il va transformer la graisse en corps cétonique pour pouvoir tenir. Donc, quand on fait, par exemple, les personnes qui disent je marche tous les jours, j'ai des patients qui me disent « je fais pourtant de la marche ». Comment vous faites de la marche? Je fais 10 minutes le matin pour aller au métro, je travaille, à mon travail je fais beaucoup de pas, le soir je refais 10 minutes pour rentrer. En gros, j'ai fait 45 minutes de marche. Oui, mais c'était haché. Cette marche-là est très bonne pour la santé du cœur,
Elle est très bonne pour le tonus du muscle, mais ce n'est pas celle-là qui va faire perdre du poids. Pas pour la perte de poids. Alors que s'il avait marché 45 minutes d'affilée, là, ça aurait eu un intérêt pour la perte de poids. D'accord, merci pour ces précisions. Alors j'ai une dernière question. Plutôt que de parler régime au sens strict du terme, voilà, avec les restrictions, etc., je crois beaucoup aux petits changements progressifs dans l'alimentation. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis adepte des changements progressifs et personnalisés, c'est-à-dire on ne commence pas par toujours les mêmes changements. Tu connais forcément, et j'imagine que vous connaissez forcément, sinon vous nous dites dans les commentaires si ça vous choque cette expérience, on l'a fait plus, ça a existé, l'expérience de la grenouille et l'eau bouillante. Alors, si vous ne la connaissez pas, je vous la dis brièvement. Si vous mettez une marmite d'eau que vous faites bouillir et vous jetez une grenouille dedans, la grenouille va se débattre, donner des coups de patte et sauter. Vous mettez la même grenouille dans une marmite d'eau froide et vous chauffez pour que la température de l'eau augmente très lentement. Et ben, elle risque de se laisser mourir parce qu'elle n'a pas repéré le changement de température. C'est comme ça qu'on explique la différence entre un changement brutal contre lequel le corps et le cerveau va réagir de façon brusque. Oula, ça va pas ça. Alors que des petits changements, en fait, non seulement ils sont plus faciles à mettre en place, mais il n'y a pas de réaction de rejet. Et c'est vrai dans tout. D'ailleurs, même dans les problèmes sexuels, quand on donne des conseils, ben, c'est des changements qui sont progressifs. Dans des problèmes articulaires, c'est pareil. Pour le sport, c'est pareil. Ça permet de s'adapter plus facilement d'un point de vue santé, d'un point de vue psychologique. Psychologiquement, physiologiquement, digestion, etc., tout s'adapte. Et je les conseille beaucoup. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va faire chez quelqu'un qui a des objectifs de long terme fiables. Quelqu'un qui dit « je veux perdre 5 kilos en une semaine », cette personne ne va pas entendre les changements progressifs. Or, ce sont ceux-là qui donnent des bons résultats au long terme. Pourquoi? Parce qu'en changeant progressivement, ça devient des nouvelles habitudes. Et quelques mois plus tard, on ne les voit plus comme changement. On les voit comme une nouvelle habitude. Ça devient intégré dans une nouvelle hygiène de vie, finalement. Voilà. Okay. Et pour les changements, je conseille d'ailleurs, quand on fait des changements progressifs, de retenir deux règles. On commence par les plus sympas, les plus faciles pour nous. Je suis d'accord. Pour que le cerveau reçoit l'information, quand je fais un changement, c'est pas ça se passe bien. Désagréable, c'est plutôt agréable. Il n'y a rien de négatif. Ce qu'il y a de plus simple, de plus pratique à mettre en place. Il faut vraiment identifier, je pense, les petites erreurs, les petits problèmes qui bloquent sur le moment et se dire par quoi je commence. Je me fixe un petit objectif et une fois que c'est atteint, on continue et c'est comme ça qu'on atteint son objectif final. Exactement. Donc, commencer par les choses qui sont faciles et qui sont plaisantes. Et le deuxième conseil, c'est de ne pas commencer par l'objectif principal d'emblée. Parce qu'on sait que c'est celui-là qui nous pose le plus de problèmes. Donc, c'est celui-là qu'il va falloir garder en deuxième, troisième temps, le temps qu'on ait mis déjà en place des changements qui vont garantir que ça va se passer. Par exemple, on prend l'exemple de quelqu'un qui dit « je suis addict au sucre ». On sait qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de mal. Il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent là sur cette chaîne et qui ont ce problème d'addiction au sucre. Et on sait que c'est une vraie addiction psychologique, biologique. Comme toute addiction, si on l'arrête d'un coup, le cerveau il va dire « oh, qu'est-ce que tu me fais là? Redonne-moi mon truc. » Pour rappel, quand on est addict, le problème n'est pas l'addiction, mais la raison pour laquelle on est addict. On est addict pourquoi? C'est-à-dire pourquoi on prend le sucre, pourquoi on prend l'alcool, pourquoi on utilise le porno, pourquoi on prend de la drogue. C'est souvent soit pour calmer un état de nervosité, d'anxiété, des angoisses, soit c'est quand on ne sait pas gérer les moments où il n'y a rien à faire. J'appelle ça la vidite, moi. Quelqu'un qui souffre du vide. Dès qu'il y a du vide, on ne sait pas quoi faire, il faut combler ça. Les personnes qui ont une sorte de cerveau qui mouline tout le temps, qui travaillent tout le temps, puis ils se disent oh, « ça me saoule, j'ai besoin de quelque chose pour calmer ». Donc, il y a quelque chose qui fait qu'on a besoin de ça. Et donc, si on arrête brutalement, le cerveau il va dire hey, « mais il est où mon calmant là? Redonne-moi, redonne-moi ». Et on va craquer de façon encore plus violente. Donc, par exemple, pour l'addiction au sucre, je conseille de commencer par enlever pas les trucs, les moments où on en a le plus besoin, c'est de commencer à l'enlever par petits bouts. J'utilise toujours une expression pour les changements progressifs. On n'apprend pas à naviguer en temps de tempête, mais en temps de calme. C'est-à-dire on va éviter de manger du sucre. Le jour, on est bien, détendu. Par contre, décider que là, maintenant, je vais résister à mon addiction au sucre. Oui, le jour on a une grosse frénésie de sucre, c'est pas le moment de c'est un jour où je suis contrarié, pas bien, plein de mauvaises nouvelles. Je suis seul. J'ai un paquet de biscuits devant moi et ce jour-là, je vais dire non, je ne vais pas manger. Ce jour-là, ça sera très, très difficile de résister. Donc, je sais que ce n'est pas ce jour-là. Par contre, un jour où je me sens bien, je sais qu'il y a le paquet de chocolat, bonbons qui traîne, j'ai envie d'en prendre. Mais j'ai une soirée où je vois du monde tout à l'heure, je ne suis pas seul. Allez, on verra tout à l'heure. Ce jour-là, je vais résister beaucoup mieux. Et dernière astuce, alors ça, c'est que pour l'addiction au sucre. Tout ce qui est aliments sucrés,
est rangé dans des armoires où on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Oui, parce que forcément, si c'est à disposition ça. de l'œil nu, ça va être très compliqué de Ça, résister. ça va réveiller l'envie. Donc, ce n'est pas à table, ce n'est pas dans des armoires vitrées, c'est dans des armoires où on ne voit pas. Et idéalement, je vous donne mon astuce, je l'ai fait pour moi. Idéalement, derrière des boîtes de haricots verts ou... c'est comme ça, quand on y va, on dit... il y a quand même les légumes avant, vas-y, mange tes légumes. Si tu as encore faim, bon. écoute, pas mal, ça, tu mangeras du sucre après avoir mangé des légumes. Ok, merci beaucoup pour toutes ces Merci réponses à toi, Marie-Laure. Argumentées, ultra complètes. Je pense que tout le monde a bien compris donc, que déjà les régimes, il y a certains régimes qui sont peut-être pas à suivre, qu'il faut vraiment apprendre à reconnaître qu'est-ce qui nous correspond le plus possible. Et puis, je pense qu'un des messages forts aussi, c'est que rien n'est jamais foutu tant qu'on ne l'a pas décidé, que c'est normal de rencontrer des problèmes de plateau. C'est tout simplement le corps qui a besoin d'un petit peu plus de temps, tout simplement. Donc, il ne faut jamais abandonner et toujours continuer, mais et c'est normal de faire des erreurs. Voilà. C'est un truc auquel c'est normal de faire des erreurs. Le but n'est pas de ne pas faire d'erreurs. Le but, c'est de rattraper à chaque fois qu'on fait des erreurs. Oui, il faut se dire que l'équilibre, ce n'est pas sur un seul repas, c'est même pas une seule journée, hein, c'est vraiment plusieurs jours consécutifs. Donc on a le droit de faire des petits excès, des invitations, des choses comme ça. Et, par contre, si tu me permets, Marie-Laure, et ce n'est pas par hasard qu'on est ensemble, en tant que médecin, je considère que les régimes qu'on appelle IGBA sont des régimes qui sont très proche des régimes pour lesquels on sait que c'est tenable au long cours et ça a beaucoup de bénéfices pour la santé. D'ailleurs, quand on regarde vraiment, les études montrent par exemple que les types de régimes alimentaires qui sont les plus bénéfiques pour l'état de santé général, pas trop de risques cardiovasculaires, pas trop de risques sur le neuropsychique, hormonal, c'est les régimes qu'on appelle méditerranéens ou crétois. Et en fait, quand on regarde vraiment ce qu'il y a dedans, c'est très très proche du régime IGBA. Oui, l'alimentation IGBA, c'est globalement une alimentation méditerranéenne avec quelques petites variantes, mais vraiment, ça fait partie de la même famille. Petite remarque, je sais que quand on dit alimentation méditerranéenne ou crétoise, la plupart des personnes pensent que c'est arrosé d'huile d'olive et c'est bon. C'est ça, l'alimentation crétoise. C'est pas du tout ça, c'est vraiment très proche de l'IGBA avec beaucoup de légumes, peu de féculents, base de végétaux. varier le type de protéines, etc. Donc, régime IGBA, régime crétois, etc., ce sont pour moi des régimes qui sont très bénéfiques pour la santé. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur le bénéfice des régimes IGBA sur la fonction sexuelle, et dans laquelle on parle des autres que je vous invite à aller voir donc, sur la chaîne Charles.co. Merci beaucoup Gilbert pour tes réponses sur ce sujet, c'est vraiment au top du top. Merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite comme d'habitude à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.